Dans l'immobilier, une bonne affaire se fait toujours à l'achat, mais comment trouver un bien rentable en 2026 alors que les taux sont hauts et que les prix ont explosé? C'est la question qu'énormément de personnes se posent aujourd'hui et si la réponse t'intéresse, ne bouge pas, parce qu'en 3 ans, j'ai passé des centaines d'heures à analyser des annonces sur Le Bon Coin pour justement trouver des biens rentables. Et aujourd'hui, je vais te partager la méthode que j'ai utilisée pour acheter 3 appartements et 3 garages en moins de 3 ans. Bref, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour trouver un projet qui vaut le coup, avec un bon cash flow, une bonne rentabilité et une belle plus-value à la revente. Si tu ne me connais pas, un peu de contexte. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a 3 ans. J'ai emprunté un peu plus de 600 000 euros depuis mes débuts et forcément pour y arriver, j'ai dû développer une méthode pour gagner du temps, mais aussi pour trouver des biens rentables. Afin de construire du mieux possible cette vidéo, j'ai décidé de la décomposer en plusieurs étapes. Dans la première partie, on va s'intéresser à la mécanique de plus-value et de cash flow pour comprendre ce qui est vraiment un bien rentable. Ensuite, je vais t'expliquer comment calculer combien tu peux emprunter en tenant compte des loyers que tu vas recevoir dans le futur pour augmenter ta capacité d'emprunt. Après, on va voir dans quel type de bien il faut investir et surtout comment le trouver. Parce que si tu utilises seulement Le Bon Coin, tu vois les mêmes annonces que tout le monde. Et pour terminer, je vais te montrer comment calculer précisément la rentabilité de ton projet pour éviter d'avoir de mauvaises surprises et comment verrouiller une pépite pour éviter qu'elle te passe sous le nez. Si tu oublies l'une des étapes que je vais te présenter dans cette vidéo, tu auras beau passer des centaines d'heures sur Le Bon Coin et enchaîner les visites, tu ne trouveras jamais un bien rentable. Allez, j'arrête de parler et on passe au concret et n'oublie pas de prendre des notes. Avant de chercher un bien rentable, tu dois comprendre quelque chose que les débutants oublient toujours. Dans l'immobilier, il n'y a pas une seule façon de gagner de l'argent, mais 3. Et un bien peut être extrêmement rentable, même si à la fin du mois, tu as un cash flow négatif. Les 3 façons de gagner de l'argent dans l'immobilier sont le cash flow, c'est ce qu'il te reste à la fin du mois une fois que tu as payé ton crédit et toutes tes charges. Ton cash flow peut être positif de quelques dizaines ou centaines d'euros, mais aussi nul, voire négatif. Et contrairement à ce qu'on entend partout, avoir un cash flow négatif ne veut pas dire que tu as un mauvais projet, surtout quand les taux sont hauts et que les prix ont explosé. Le deuxième moyen de gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est de tenir compte du capital qui est remboursé par ton locataire tous les mois. À chaque mensualité, tu as une partie qui part pour payer les intérêts et une autre qui part pour payer le bien que tu as acheté. Et ça, c'est de l'argent que tu ne vois pas, mais c'est du capital net qui rentre dans ta poche. Cet argent ne sort pas directement de ta poche, mais de celle de ton locataire, et tous les mois, ça te fait du patrimoine net en plus. La troisième façon de gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est la plus-value. Si tu achètes le bon bien au bon endroit et que tu l'entretiens, dans 10 ans ou 15 ans, il vaudra plus cher que ce que tu l'as payé à l'origine. Et si tu achètes une ruine et que tu la rénoves, tu vas créer de la valeur avec les travaux et tu pourras revendre ton bien avec une belle plus-value. En 2026, un bien vraiment rentable, c'est un bien qui combine ces 3 façons de gagner de l'argent et non un bien qui dégage le plus de cash flow possible. Selon là où tu vas mettre ton curseur sur ces 3 leviers pour gagner de l'argent, tu vas te retrouver dans l'une des 2 grandes familles d'investisseurs immobiliers. Le premier type d'investisseur, c'est celui qui mise sur la plus-value. Son objectif, c'est d'acheter bien en dessous des prix du marché pour avoir une marge entre son prix d'achat et son prix de revente. Pour y arriver, cet investisseur, il va acheter une ruine, la rénover et la revendre, ou il va acheter un bien dans une zone géographique où les prix montent naturellement avec le temps. Si on prend l'exemple d'une maison refaite de A à Z, cet investisseur, il pourra réaliser par exemple 40 000 euros de marge qu'il pourra utiliser pour se verser du salaire ou comme apport pour financer un autre projet. La deuxième famille d'investisseurs, c'est celui qui mise sur le cash flow. L'objectif de cet investisseur, c'est que le loyer que son locataire va lui verser couvre largement la mensualité de son crédit ainsi que toutes les charges qu'il a à payer. Son objectif, c'est de se dégager un revenu mensuel et pour y arriver, cet investisseur, il va faire de la colocation ou de la location de courte durée via Airbnb pour gagner un maximum d'argent tous les mois. Alors bien sûr, il y a un autre moyen d'avoir un cash flow positif à la fin du mois, c'est de mettre beaucoup d'apports. Si demain j'achète un appartement valorisé 150 000 euros et que je mets 70 000 euros d'apport sur le projet, j'aurai forcément un gros cash flow positif à la fin du mois. Ce que tu dois comprendre si tu débutes, c'est que dans la vraie vie, les projets les plus rentables combinent ces 2 stratégies. On achète un bien à rafraîchir ou à rénover, on fait du beau, du neuf et de la qualité et on exploite le bien pendant plusieurs années avec des loyers dans la fourchette haute des prix du marché. En bonus, c'est là où l'immobilier devient magique, c'est que les travaux réalisés permettent d'avoir des charges et de l'amortissement
d'amortissement et donc de ne pas payer d'impôt sur ses revenus locatifs pendant plusieurs années. Personnellement, je me concentre exclusivement sur l'investissement locatif à long terme et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. L'activité de marchand de biens qui consiste à acheter, à rénover et à revendre rapidement, c'est un métier à part entière et personnellement, j'ai aucune expérience là-dedans, donc je ne vais pas t'en parler. Avec l'investissement locatif, tu loues ton bien en courte durée ou en longue durée et tu exploites ton bien pendant plusieurs années. Certains investisseurs vont garder leur bien 8 à 10 ans et le revendre dès qu'ils vont commencer à payer des impôts. D'autres vont garder leur bien pendant 30 ans et d'autres investisseurs vont jamais les vendre parce qu'ils vivent grâce au loyer qu'ils reçoivent tous les mois. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de voir l'immobilier comme un jeu et d'imaginer que la partie va durer des dizaines d'années. Maintenant que tu sais exactement ce qu'est un bien rentable et comment gagner de l'argent dans l'immobilier, on va s'intéresser à la première étape. Combien tu peux emprunter ? Avant même de regarder les premières annonces sur Le Bon Coin, tu dois savoir une chose. Combien une banque peut te prêter pour investir? Parce que ça ne sert à rien de chercher des immeubles à 300 000 euros si tu n'as que 150 000 euros de budget pour un appartement. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire le calcul toi-même en 2 minutes seulement. La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'en France, on peut s'endetter au maximum à hauteur de 35% de ses revenus. C'est une règle nationale que toutes les banques doivent respecter. Donc si tu gagnes 2 000 euros par mois, tu peux t'endetter à hauteur de 700 euros par mois. Avec les taux du moment, donc 3,5%, ces 700 euros te permettent d'emprunter environ 115 000 euros sur 20 ans et 130 000 euros sur 25 ans. Ce que la plupart des débutants oublient, c'est que pour le calcul de l'endettement, la banque va tenir compte des futurs loyers que tu vas recevoir tous les mois. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que le bien que tu vas acheter et mettre en location va te rapporter des loyers. Et ta banque va ajouter à tes revenus l'équivalent de 70% à 80% du loyer que tu vas percevoir tous les mois. Concrètement, si tu gagnes 2 000 euros par mois et que ton futur appartement te rapporte 600 euros de loyer, la banque va ajouter 480 euros à tes revenus, soit l'équivalent de 80% du loyer dans mon exemple. Donc en réalité, tu ne vas plus calculer tes 35% d'endettement sur 2 000 euros par mois, mais sur 2 480 euros par mois. Résultat, ta capacité d'endettement passe de 700 euros à 870 euros de mensualité par mois, juste parce que le bien que tu as acheté te rapporte un loyer tous les mois. La leçon qu'il faut retenir de ce calcul, c'est que plus ton projet est rentable, plus tu pourras emprunter facilement de l'argent par la suite. Et c'est d'ailleurs ce mécanisme qui permet d'enchaîner les projets et d'acheter un appartement par an par exemple. Et je parle en connaissance de cause, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Avant de passer à la suite, je vais te parler de 3 petites nuances qui peuvent faire la différence. D'abord, les 35%, ce n'est pas la seule limite de la banque, parce qu'en fonction de ton profil, la banque va aussi regarder ton reste à vivre, donc ce qu'il te reste à la fin du mois, une fois que tu as payé ton crédit et toutes tes charges. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les banques peuvent dépasser les 35% d'endettement pour l'équivalent de 20% des projets qu'ils financent. Pour être honnête avec vous, c'est le cas sur mon 3e projet parce que je suis à 40% d'endettement, mais pour ça, il faut avoir un bon dossier et une bonne relation avec sa banque. Et pour terminer, toutes les banques ne calculent pas de la même manière le taux d'endettement. Certaines pondèrent les loyers à 70%, d'autres à 80%, donc pour un même projet, tu peux avoir plusieurs réponses différentes. C'est pour ça qu'il faut démarcher plusieurs banques quand on recherche un financement. Maintenant que tu sais exactement combien tu peux emprunter pour investir, tu dois définir précisément le bien que tu recherches, sinon tu vas perdre beaucoup de temps. Cette étape, c'est l'une des étapes que tous les débutants négligent. Ils ouvrent Le Bon Coin, ils scrollent au hasard, ils visitent un peu tout, ils ne trouvent rien d'intéressant et ils finissent par conclure que l'immobilier c'est trop compliqué alors qu'ils n'ont pas fait les choses correctement. Toi, tu vas faire l'inverse et avant même de regarder la moindre annonce sur Le Bon Coin, tu vas écrire ton cahier des charges. Parce que une fois que tu as défini précisément ce que tu recherches, tu élimines 90% des annonces en 5 secondes et ça va t'éviter de perdre beaucoup de temps sur des annonces qui ne valent pas le coup. Alors pas de panique parce que le cahier des charges il tient en 4 questions. Quelle est ta stratégie? Quel bien tu veux acheter et dans quel état? Comment est-ce que tu veux exploiter ton bien et quel type de locataire tu vises? La stratégie, c'est la première question à laquelle tu dois répondre. Est-ce que tu vises d'abord le cash flow, la plus-value ou un mélange des deux? Pour avoir du cash flow, tu vas chercher à investir dans une zone où les loyers au mètre carré sont élevés et tu vas sûrement devoir mettre de l'apport parce que les taux sont hauts en 2026. Si tu cherches la plus-value, tu vas chercher une ruine à rénover, un T2 à transformer en T3 ou une maison à refaire de A à Z. Une fois que tu sais vers quelle stratégie tu souhaites te diriger, tu dois définir le bien que tu veux
veux acheter appartement, maison, immeuble de rapport ou même des garages, chaque type de bien a ses avantages. Et surtout, est-ce que tu veux acheter un bien déjà refait, un bien à rafraîchir ou un bien à rénover complètement? Alors forcément, j'ai envie de te dire qu'il faut au moins acheter un bien à rafraîchir, comme ça tu pourras l'acheter sous les prix du marché et tu pourras avoir des charges et des amortissements grâce aux travaux. Mais si ta situation professionnelle ou familiale n'est pas compatible avec des gros travaux, je te recommande de ne pas le faire du tout parce que les travaux, ça demande du temps et beaucoup d'énergie. Si les travaux ne te font pas peur et que tu es prêt à gérer et que c'est vraiment un critère important pour toi, tu peux te lancer dans une grosse rénovation, mais je te recommande de te trouver un professionnel de confiance avec qui tu vas travailler et sous-traiter une grosse partie du travail. Mais il va falloir que tu trouves quelqu'un de confiance et prévoir du budget pour les travaux. Maintenant, on va s'intéresser au mode de location. Est-ce que tu veux louer ton bien en nu ou en meublé? Est-ce que tu veux faire de la longue durée ou de la courte durée? Est-ce que tu veux faire de la location classique ou de la colocation? Sur le papier, une colocation ou de la courte durée rapportera plus au mètre carré qu'une location nue classique, mais ça demande beaucoup plus de travail et de gestion au quotidien. Côté fiscalité, le nu et le meublé ne sont pas imposés de la même manière, donc prends bien le temps de réfléchir et de comparer les deux. Pour terminer, il faut que tu détermines quel type de locataire tu vises, un étudiant, un jeune actif ou une famille, mais ce que tu dois bien garder en tête, c'est que ces différents profils, ils ne cherchent pas le même bien pour vivre, ni le même endroit. Si tu cibles les étudiants, il te faut un petit bien meublé proche des transports et des écoles. Par contre, si tu vises les familles, il te faut un plus grand bien avec un environnement calme, des grandes chambres, un grand séjour et une grande cuisine. Personnellement, mon cahier des charges, il est simple et clair. Je recherche des appartements à rafraîchir que je loue en meublé à des jeunes actifs ou en colocation, dans de petites copropriétés avec un syndic bénévole et proche de chez moi. Résultat, quand je vois une annonce, je sais en 10 secondes seulement si elle correspond à mon cahier des charges ou non. Comme ça, je gagne du temps, beaucoup de temps. Tu sais maintenant combien tu peux emprunter et quel type de bien tu recherches. Maintenant, il ne te reste plus qu'à le trouver, mais retiens bien une chose. La bonne affaire se trouve rarement là où tout le monde cherche. Tu dois bien garder en tête que plus un bien est visible, plus il y a de concurrence et moins tu auras de marge de négociation avec le vendeur. Avant tout, tu dois définir ta zone de recherche parce que tu ne peux pas analyser un marché si tu n'as aucune limite géographique. Ce que je te conseille de faire, c'est de choisir une ou deux villes précises et d'apprendre à connaître l'environnement, les quartiers, les prix et le montant des loyers. On verra comment analyser tout ça tout à l'heure, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les endroits où trouver de belles opportunités. Les portails d'annonces comme Le Bon Coin et Se Loger, c'est là que tout le monde commence, et moi le premier d'ailleurs parce que c'est sur Le Bon Coin que j'ai acheté mon premier appartement. L'inconvénient, c'est que tu vois les mêmes annonces que tout le monde, donc ce n'est pas optimal pour trouver la bonne affaire, mais rien n'est impossible. Ce que tu dois garder en tête, c'est que le prix de vente affiché, c'est rarement le prix de vente final. Le prix affiché, tu peux le négocier, et si tu as 150 000 € de budget, tu peux très bien regarder les biens jusqu'à 170 000 €, et si un bien t'intéresse, tu peux faire une offre et négocier le prix. Au pire, on te dira non et tu passeras au suivant. Si tu cherches activement un bien immobilier à acheter, je te conseille vivement d'activer les alertes sur Le Bon Coin. Sur un bon bien, ce qui fait la différence, c'est la réactivité et il faut être l'un des premiers à visiter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, plus d'un bien sur deux est vendu par une agence immobilière, donc on ne peut pas les ignorer. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est d'aller démarcher physiquement les agences immobilières et d'aller me présenter. Je discute quelques minutes avec les agents immobiliers, je parle de mon budget, de mes objectifs et de ce que je recherche. Et l'objectif, c'est qu'ils pensent à moi avant de mettre une annonce sur Le Bon Coin. Comme ça, je peux visiter en premier et faire une offre avant tout le monde si le bien m'intéresse. Alors bien sûr, quand tu as un bien, deux biens ou trois biens, en réalité, ce n'est pas grand-chose parce qu'en face de toi, il y a des investisseurs qui ont plusieurs millions d'euros de patrimoine. Donc quand tu démarches les agences immobilières, tu dois aussi te dire pourquoi est-ce que l'agent immobilier te donnerait les meilleures opportunités à toi alors que tu as des candidats beaucoup plus sérieux et avec beaucoup plus de budget en face de toi. Alors bien sûr, je caricature un peu, mais dans le Morbihan, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a les annonces sur Le Bon Coin et les annonces qu'on ne voit pas avec le off-market. Et ces annonces, elles sont vendues via le réseau. La parade que tu peux utiliser, c'est si tu as déjà acheté un appartement via une agence immobilière et que la transaction s'est bien passée, tu peux recontacter l'agent immobilier qui t'a vendu le bien et lui dire que tu es en
en recherche active d'un nouveau projet. Là, il va savoir que tu es sérieux, donc il va prendre ta demande en compte, et s'il rentre un projet qui correspond à ce que tu recherches, c'est toi qui l'appelleras en premier. Alors peu de gens y pensent et c'est une grosse erreur, mais de plus en plus de notaires ont une branche dédiée à la vente des biens de leurs clients. Les notaires, ce sont eux qui gèrent les successions et les divorces, et ce sont généralement des situations où les vendeurs sont pressés, donc ils veulent vendre rapidement pour tourner la page, et donc tu as des leviers pour négocier plus facilement les prix que les annonces que tu retrouves sur Le Bon Coin par exemple. Et surtout, les notaires sont au courant avant tout le monde, parfois même plusieurs mois à l'avance, qu'un bien va être mis en vente. Donc c'est un réseau à ne surtout pas négliger. Le dernier levier pour trouver des biens rentables, c'est celui qui est le plus lent à construire, mais c'est celui qui est le plus puissant et gratuit. Et il s'agit de ton réseau, l'ami d'un ami, le cousin d'un voisin. C'est en démarchant ce genre de personnes que tu vas avoir accès à des biens qui n'iront jamais sur Le Bon Coin. Pour te créer du réseau, tu peux faire travailler le bouche à oreille. S'il y a un quartier qui t'intéresse ou un immeuble dans lequel tu veux acheter, tu peux très bien glisser un petit mot dans les boîtes aux lettres. Tu peux aussi mettre des annonces sur les groupes Facebook en disant que tu recherches un appartement ou une maison à acheter par exemple. C'est comme ça que tu vas réussir à te créer du réseau et avoir accès à des biens que personne ne voit. Le réseau, c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter, mais sur le long terme, c'est l'un des meilleurs leviers pour trouver les meilleures opportunités du marché. Ce que tu dois garder en tête, c'est que plus tu sors du Bon Coin, moins tu as de concurrence et plus tu as de chances de trouver la bonne affaire. Maintenant que tu sais où chercher, je vais te montrer comment analyser un bien pour savoir s'il peut être rentable ou non. Tu vas trouver une annonce qui a l'air intéressante, surtout ne te précipite pas, parce qu'avant même d'analyser les chiffres, il y a certains éléments à regarder en détail et qui peuvent transformer une bonne affaire en un véritable cauchemar. Avant d'aller plus loin, on va analyser le bien en 3 étapes, son environnement, son état et comparer les prix avec les prix du marché. Tu peux tout refaire dans un appartement, la salle de bain, la cuisine, tu peux refaire l'agencement en cassant des murs, mais s'il y a bien quelque chose que tu ne peux pas changer quand tu achètes un appartement, c'est l'environnement qu'il y a autour du bien. Personnellement, je ne regarde jamais les annonces à plus de 30 km de chez moi parce que l'immobilier, c'est loin d'être passif. Il y a toujours des problèmes à arriver. Les problèmes, ils arrivent toujours le soir ou le week-end et je veux pouvoir intervenir facilement et rapidement s'il y a un problème dans l'un de mes appartements. Si demain tu as une fuite d'eau dans l'un de tes appartements, je te souhaite bien du courage pour trouver un plombier de disponible un dimanche midi ou même un mercredi soir. Sur Le Bon Coin, c'est souvent difficile de savoir où est situé précisément un bien immobilier. Ce que je te recommande de faire, c'est de contacter le vendeur ou l'agence immobilière, de demander où est situé précisément le bien et de prendre le temps d'analyser le quartier et la zone géographique avant de te déplacer pour une visite. Ça va te permettre de gagner du temps et d'écarter rapidement les quartiers bruyants, mal réputés ou mal entretenus. Ce que tu dois garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, si un quartier est mal réputé, il y a peu de chances pour que la tendance s'inverse dans les prochaines années. Même si tu as le plus beau bien de ta région parce que tu as mis 30 000 € dans les travaux et que tu as mis 1 an à le rénover, s'il est mal situé, tu auras beaucoup de mal à le revendre ou tu vas devoir brader son prix. Personnellement, je privilégie les petites copropriétés dans des endroits calmes, avec de la verdure et proche de la mer et des commerces. Ce que tu dois garder en tête également, c'est que quand tu achètes dans une copropriété, tu achètes pas seulement un appartement, tu achètes aussi une partie de la copropriété. Donc elle doit être bien gérée, bien entretenue et en bon état. Et concernant le syndic, personnellement, je privilégie toujours un syndic bénévole parce qu'un syndic professionnel, ça coûte cher, les charges augmentent année après année, donc elles peuvent tuer ta rentabilité et quand il y a un problème, on ne sait jamais qui contacter. Avant de faire une offre, tu dois vérifier 4 choses importantes et le DPE, c'est l'un des éléments les plus importants. Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G est interdit à la location, le F le sera en 2028 et le E en 2034. Sauf si tu prévois de faire des gros travaux de rénovation, tu dois faire très attention au DPE quand tu achètes un bien. Tu dois aussi faire attention à l'état de la copropriété, à la toiture, à la façade et à l'humidité en règle générale. Sur l'ancien, pense aussi à l'amiante et au plomb. Demande toujours les charges exactes que les propriétaires doivent payer tous les mois à la copropriété, le montant du fonds des travaux et surtout les derniers PV d'AG. Ça te permettra de voir si la copropriété est correctement entretenue et s'il y a des gros travaux qui sont à prévoir dans le futur. Dans certaines grandes villes en zone tendue comme à Paris par exemple, le loyer est plafonné. Si tu calcules ta rentabilité avec un loyer au prix du marché alors qu'il est en réalité encadré, tout ton calcul sera faux. Ce genre d'élément, tu dois absolument le vérifier avant même de faire une offre et c'est la même chose si tout ton calcul de rentabilité repose sur de la location courte durée. Tu peux très bien acheter dans une copropriété qui interdit la location courte durée
ou dans une ville qui bride l'allocation Airbnb par exemple. Donc tu dois être très vigilant. Maintenant que tu as analysé le quartier, l'environnement qu'il y a autour du bien et que tu t'es renseigné sur la copropriété et le syndic, tu dois te renseigner sur les prix au mètre carré de la ville et les prix pour la location. Le premier réflexe que tu dois avoir quand tu es face à un bien, c'est de comparer son prix affiché au prix moyen du secteur. Pour ça, tu peux utiliser Se Loger ou Meilleurs Agents pour connaître le prix au mètre carré, quartier par quartier. Ce que je te recommande de faire également, c'est de regarder l'historique des ventes sur le site DVF que peu de débutants connaissent. Concrètement, il s'agit de la base officielle et gratuite de l'État qui te donne les prix réellement payés par les acheteurs. Quoi qu'il arrive, l'objectif c'est d'acheter sous le prix du marché, frais d'acquisition inclus. Et je vais t'expliquer pourquoi avec un exemple. Pour un appartement de 50 mètres carrés à 130 000 euros, tu es à 2600 euros du mètre carré. Mais si tu ajoutes les frais de notaire et d'agence, le prix d'achat, frais d'acquisition inclus, sera de 150 000 euros environ, soit près de 3 000 euros du mètre carré. Si ta banque finance les frais d'acquisition, et c'est toujours possible en 2026 d'ailleurs, et que tu empruntes 150 000 euros, si demain tu as un problème et que tu dois revendre ton bien au bout de 2 ans par exemple, tu n'auras pas encore amorti tes frais d'acquisition. Donc la vente de ton bien ne suffira pas à rembourser ton crédit et tu devras sortir de l'argent de ta poche pour solder complètement ton crédit alors que tu n'as plus ton bien. C'est pour cette raison que tu dois cibler des biens à rafraîchir ou à rénover de A à Z et négocier. Alors toutes tes offres ne passeront pas et tu en feras peut-être 20 avant d'en avoir une d'acceptée, mais ça fait partie du jeu. Une fois que tu connais ton prix d'achat cible, tu dois estimer le loyer. Personnellement, je préfère analyser le marché à la main directement sur Le Bon Coin parce que le prix moyen ne me suffit pas. Je veux voir à quoi ressemblent les biens qui sont proposés à la location, s'ils sont meublés, avec quel équipement et quel DPE. Ma méthode, elle prend un peu de temps, mais elle consiste à faire un tableau par catégorie, meublé, non meublé, beau, pas beau, et je relève les loyers des 40 premières annonces et je fais la moyenne des prix du marché qui est vraiment disponible sur Le Bon Coin. Fais juste attention aux annonces en meublé parce que le loyer est affiché charges comprises. Donc il faut regarder dans la description le montant exact du loyer sans les charges. Je te recommande aussi de regarder chaque annonce en détail et de faire attention aux éléments qui peuvent augmenter le loyer, comme un local vélo, une terrasse, un balcon ou un garage par exemple. Si tu veux louer ton bien en courte durée, je te recommande de faire le même travail sur Airbnb et Booking en gardant bien en tête que les prix peuvent varier du simple au double, suivant si tu te trouves au mois de novembre ou au mois de juillet par exemple. Si tu as un doute sur la demande locative dans un secteur bien précis, tu peux aussi publier une annonce fictive. Si tu as 20 demandes en 48 heures, c'est bon signe. Par contre, si tu as que 2 demandes en 15 jours, c'est vraiment mauvais signe. Je tiens à être honnête parce que je suis le premier concerné dans le Morbihan, mais il y a la théorie et la réalité du marché. Dans les zones très demandées, c'est très compliqué de vraiment négocier les prix et d'acheter réellement sous les prix du marché parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Par contre, si tu achètes un appartement ou une maison dans la campagne ou dans la diagonale du vide, dans un petit village par exemple, tu pourras beaucoup plus facilement négocier par exemple 30 000 euros sur le prix affiché parce que justement il n'y a pas de concurrence. Par contre, si demain tu loues ton bien et que tu as un changement de locataire, tu auras peut-être beaucoup de vacances locatives. Et si demain tu veux revendre ton bien, tu vas peut-être mettre plusieurs mois avant de trouver un acheteur. Et surtout, parfois, il vaut mieux payer un bien un tout petit peu plus cher et passer à l'action plutôt que d'attendre pendant des années de trouver la bonne affaire qui n'arrivera jamais. Tu ne dois surtout pas tomber dans le piège de la personne qui cherche la bonne affaire et qui finit par ne rien acheter. Si tu cherches la bonne affaire pendant 4 ans, mais que tu finis par te décourager et par ne rien acheter, tu auras tout perdu. Tu n'auras pas levé de dette, tu n'auras pas encaissé de loyer et tu te seras construit aucun patrimoine. Donc des fois, il vaut mieux acheter un tout petit peu plus cher, mais au moins tu passes à l'action. Maintenant que tu as analysé l'environnement et le bien précisément, il te reste le plus important à faire, le calcul de la rentabilité. Concrètement, on arrive au moment de vérité, c'est là qu'on arrête de rêver et qu'on regarde les chiffres en détail. Tu peux commencer par calculer la rentabilité brute du projet en divisant le loyer annuel par le prix d'achat fois 100. C'est le premier indicateur que tout le monde calcule, mais honnêtement, je trouve qu'il ne vaut pas grand-chose parce qu'il ne tient compte d'aucune charge. Ce que tu dois calculer, c'est la rentabilité nette du projet, celle qui tient compte de ta mensualité, de toutes tes charges et aussi de tes impôts. Pour ça, j'ai créé un simulateur qui sera accessible à tous d'ici le mois de septembre, mais en attendant qu'il soit disponible, je te mets en description un fichier Excel que tu peux copier et utiliser dès maintenant si tu souhaites calculer la rentabilité réelle de ton projet. Un conseil d'amis quand tu utilises ce genre de simulateur de rentabilité, ne bidouille jamais les chiffres pour tomber sur le résultat qui t'arrange. Mon simulateur se décompose en 5 parties. Tu as la partie acquisition avec les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de dossier bancaire, les frais de garantie, les travaux, les meubles et ton apport.
Ça fait beaucoup de choses, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut être précis. Pour la partie financement, il y a le taux du moment et la durée à renseigner. Et attention à une subtilité, on simule toujours sur 25 ans parce que c'est le plus avantageux, mais encore faut-il l'obtenir. Personnellement, j'ai réussi à obtenir mes 2 premiers financements sur 25 ans sans même négocier. Par contre, là, pour mon 3e financement avec la même banque, je n'ai pas réussi à obtenir un financement sur 25 ans, même en négociant. Je vais devoir me contenter d'un financement sur 20 ans, que j'ai accepté d'ailleurs, mais du coup, ça change la mensualité de remboursement, la rentabilité de mon projet, mais aussi mon cash flow mensuel. Pour éviter d'avoir des mauvaises surprises quand tu commences à démarcher les banques pour obtenir un financement, je te recommande vivement de calculer la rentabilité de ton projet sur 20 ans et sur 25 ans. Dans la partie revenus, tu dois indiquer le montant du loyer auquel tu prévois de louer l'appartement que tu souhaites acheter, mais attention, tu ne dois surtout pas surestimer le montant du loyer. Dans mon simulateur, j'ai ajouté une ligne avec la vacance locative pour te montrer l'impact que peut avoir un mois de vacances locatives sur la rentabilité de ton projet. Concernant les dépenses, tu dois ajouter la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance P&O, les frais de gestion, la garantie loyer impayé, le comptable et la CFE. Si ton logement n'est pas neuf, tu peux aussi ajouter une ligne avec une provision pour l'entretien et les travaux que tu auras à faire sur ton bien chaque année. Parce qu'un logement loué, c'est un logement qui vit, qui s'use et qui s'entretient. Petit conseil d'amis, si tu as beaucoup de charges avec tes frais d'acquisition, tes intérêts bancaires, tes travaux ou encore tes meubles, choisis le régime réel, comme ça tu pourras déduire toutes tes charges et payer aucun impôt sur tes revenus locatifs les premières années. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je pourrai en dédier une vidéo et te montrer des exemples concrets parce que c'est exactement ce que je fais avec mes 3 appartements. Si jamais tu calcules la rentabilité de ton projet et que tu vois que tu as un cash flow négatif, tu as plusieurs solutions. Soit tu négocies le prix, soit tu mets beaucoup d'apports, soit tu changes le mode d'exploitation et au lieu de louer l'appartement à un jeune actif, tu fais une colocation ou de la courte durée par exemple. Ce que tu dois bien garder en tête, c'est qu'en 2019, trouver de la rentabilité, c'était facile. Aujourd'hui, en 2026, les taux sont hauts et les prix ont explosé, donc tu ne trouveras pas des projets aussi rentables facilement. Et je suis désolé de te le dire, mais si tu n'es pas prêt à mettre de l'apport sur ton projet ou à accepter un cash flow négatif, tu n'as pas du tout la bonne mentalité pour investir dans l'immobilier en 2026. Et n'oublie jamais que la vraie rentabilité de ton projet, tu ne la connaîtras que le jour où tu auras vendu ton bien et remboursé tout ton crédit. Sur le papier, tu peux faire 1000 simulations, mais la réalité sera toujours différente et c'est ça qui compte quand on calcule réellement la rentabilité d'un projet. Pour te donner un peu de concret, je vais te présenter la rentabilité réelle du premier appartement que j'ai acheté en 2024 et qui est actuellement loué en colocation. C'est un appartement que j'ai acheté 165 000 € en septembre 2024. Il était à refaire de A à Z et il était vendu avec un garage de 28 mètres carrés. Si on tient compte des frais de notaire qui sont de 12 900 €, des frais d'agence qui sont de 9 000 €, des frais de dossier à la banque qui sont de 1 000 €, des frais de garantie pour le crédit qui sont de 2 145 €, on arrive à un total emprunté de 190 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appartement, je l'ai refait de A à Z avec mes parents, j'ai mis 9 mois à le rénover, j'ai dépensé 17 000 € dans les travaux, 8 000 € dans les meubles et dans les équipements. Ça représente environ 25 000 € d'apport personnel, donc de l'argent que je n'ai pas emprunté et que j'ai financé sur mes fonds propres. J'ai emprunté 190 000 € à la banque pour réaliser cette opération à un taux de 3,7%, 4% si on tient compte de l'assurance. J'ai eu mon crédit sur 25 ans, donc ça représente une mensualité de 1 011 € par mois. Concernant les revenus locatifs de l'appartement je le loue en colocation, donc à 3 personnes. Ça me fait 1 080 € de revenus par mois sans les charges. Et le garage est loué à un autre locataire 100 € par mois. Pour le lot, j'ai 1 180 € de loyer tous les mois. Ça représente un peu plus de 14 000 € de revenus locatifs à l'année pour 1 011 € de crédit à rembourser tous les mois. Sur le papier, ça fait une belle rentabilité, mais c'est parce que je n'ai pas encore pris en compte toutes les charges que j'ai à payer. Une fois que j'ai payé mon crédit, il me reste 170 € dans ma poche, mais tu vas voir que ce n'est pas ce qui reste dans ma poche à la fin du mois, et une fois que j'ai payé toutes mes charges. Concernant mes charges, chaque année, je dois payer 1 230 € de taxes foncières, 356 € d'assurance P&O, ainsi que 125 € pour la comptabilité de l'appartement. Pour être totalement transparent et honnête avec vous, dans mes charges, il manque le montant de ma cotisation foncière des entreprises. Mais étant donné que je n'ai pas encore eu à la payer, je ne sais pas du tout quel montant est-ce que je dois prévoir à l'année. Si on prend en compte toutes les charges que j'ai à payer, et encore j'ai de la chance parce que je n'ai pas de frais de gestion ou de frais de copropriété à payer, on arrive à un total de 1 711 € de charges à payer tous les ans,
ce qui représente un peu plus de 140 € par mois. Dans le calcul de rentabilité de l'appartement, vous voyez que je ne prends pas en compte les impôts, c'est parce que je loue mes appartements en meublé, que je déclare au réel, et donc j'ai des charges et des amortissements qui me permettent de ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs. Donc ça, c'est un gros avantage. Et maintenant, si on regarde les chiffres qui nous intéressent le plus, on voit que j'ai une rentabilité nette de 5,8%, hors fiscalité, mais dans tous les cas, je ne paye pas d'impôts, et que je me retrouve avec un cash flow mensuel de 27 €, soit 320 € de cash flow à l'année. Alors personnellement, je suis très content de la rentabilité de mon appartement, surtout que ce que je n'ai pas précisé, c'est que je l'ai acheté 165 000 €, mais aujourd'hui, avec tous les travaux que j'ai faits, il est valorisé 230 000 €. Donc j'ai un tout petit cash flow positif, mais j'ai une grosse plus-value. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai acheté quand les taux étaient hauts, mais demain, si les taux baissent et qu'ils arrivent à 2% par exemple, je pourrais retourner voir ma banque pour renégocier mon crédit. Ça me permettra de diminuer ma mensualité de remboursement et d'augmenter mon cash flow. Quand j'ai acheté l'appartement, j'ai négocié 15 000 € sur le prix qui était affiché, mais si j'avais voulu avoir un cash flow encore plus important, j'aurais dû négocier encore plus le prix, à condition que ce soit accepté. J'aurais pu mettre beaucoup plus d'apports auprès de la banque, mais j'aurais aussi pu louer mes chambres ou mon garage plus cher. Une fois que tous les voyants sont au vert et que les chiffres tiennent la route, il ne te reste plus qu'une chose à faire, sécuriser la pépite pour éviter qu'elle ne te passe sous le nez. Si tu sors de visite et tu sens qu'il y a un bon coup à faire, c'est maintenant que tout se joue. Donc maintenant, je vais te montrer comment faire ton offre d'achat sans faire de bêtises. La règle numéro 1, c'est de ne jamais faire une offre juste après avoir visité. Tout simplement parce que tu es encore sous le coup des émotions. Laisse passer quelques heures, voire même une nuit, car la nuit porte conseil. Pendant la visite, je te recommande de faire des vidéos et des photos de tout l'appartement et de toute la copropriété. Comme ça, dès que tu termines ta visite, tu peux envoyer toutes les photos et les vidéos que tu as faites à tes proches ou à d'autres amis investisseurs et avoir un avis extérieur. Si tu as le moindre doute, tu ne dois pas hésiter à faire une seconde visite avant même d'envoyer ton offre d'achat. Si tu as des gros travaux à faire, n'hésite pas à faire intervenir un professionnel. Si tu dois refaire tout le tableau électrique de ta maison ou de ton appartement, mais que ton agent immobilier te dit que ce n'est pas grand-chose et que ça se fait facilement, ne lui fais surtout pas confiance et demande l'avis d'un professionnel. Donc démarche des professionnels, paye un professionnel et demande-lui de venir visiter l'appartement avec toi. Ça te permettra d'estimer précisément le budget qu'il faut prévoir pour faire les travaux, d'avoir l'avis d'un professionnel qui s'y connaît et d'éviter de te retrouver avec des mauvaises surprises et donc un surcoût au niveau de ton budget. Mon petit conseil, c'est que quand tu as terminé ta visite avec ton agent immobilier, tu lui dis au revoir et tu retournes sur les lieux de la visite et tu vas toquer chez les voisins. L'objectif, c'est de leur demander leur avis sur la copropriété en règle générale, comment ça se passe avec les voisins, sur l'entretien et sur tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et comme en France on aime bien se plaindre, tu n'auras aucun mal à savoir si ça se passe mal ou pas. Lors de ta visite, tu peux aussi demander à l'agent immobilier d'estimer le loyer du bien que tu es en train de visiter ou son prix une fois que tu auras fait tous tes travaux. Ça te permettra d'avoir l'avis d'un professionnel, de challenger tes propres chiffres, mais aussi d'affiner ton calcul de rentabilité. À ce stade, tous les voyants doivent être au vert et il ne te reste plus que l'étape de la négociation. Ce que tu dois savoir, c'est qu'une bonne négociation, c'est une négociation qui doit être argumentée. L'agent immobilier, il travaille pour le vendeur, mais il a aussi envie de toucher sa commission en vendant le bien. Donc si tu négocies le prix, donne-lui des arguments pour aller défendre ton offre auprès du vendeur. Pour montrer que tu es sérieux, tu peux aussi joindre en complément de l'offre d'achat un accord de financement de ta banque. Ça pourra faire toute la différence, surtout si tu as un concurrent en face de toi. Et surtout, n'oublie jamais les clauses suspensives quand tu fais une offre d'achat. L'obtention de ton prêt, les autorisations d'urbanisme, si tu prévois 2 gros travaux ou une division, l'accord de la copropriété si nécessaire. Concrètement, ce sont ces clauses qui te permettront de te protéger et de récupérer ton argent si ton projet tombe à l'eau. Si ton offre est acceptée par le vendeur, bravo, maintenant il ne te reste plus qu'à prendre rendez-vous avec ta banque ou un courtier pour obtenir un financement. Si tu veux que je te montre comment monter un dossier béton pour décrocher ton financement, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes beaucoup à me le demander, je pourrai en dédier une vidéo et vous montrer exactement comment est-ce que je monte mes dossiers quand je vais démarcher les banques. Le simulateur de rentabilité est disponible en description. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un commentaire et de liker et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.